Euh, voilà, donc comme ça, si vous avez une déconnexion, vous pourrez quand même assister, enfin, vous pourrez quand même regarder la fin de la webconférence. Donc, nous allons pouvoir commencer. Je suis aujourd'hui avec Manon Haro, qui est diététicienne nutritionniste, et avec Sarah Benayed, qui est enseignante en activité physique adaptée. Et elles vont aujourd'hui vous proposer une webconférence sur le thème de l'alimentation et l'activité physique. Pourquoi sont-elles complémentaires? Donc, vous avez accès, si vous avez des questions, au chat, que je vais vous noter un message dedans là tout à l'heure pour que vous puissiez le voir et ainsi nous poser vos questions. Et je laisse les filles commencer. Alors bonjour à tous. Donc du coup moi c'est Sarah. Donc je suis enseignante en activité physique adaptée. Et donc dans cette conférence, donc on va essayer tout le long de la conférence donc de faire le lien entre alimentation et activité physique et tout les bénéfices qu'il peut y avoir sur la santé. Donc moi je vous parlerai principalement de l'activité physique et puis Manon de l'alimentation. Et puis, donc, on va commencer. Donc, on va vous brièvement un petit peu. Est-ce que tu peux passer la diapo, Manon? Voilà, ce qui est au programme pour cette petite visioconférence. Donc, on a 1 heure. Il y aura un temps d'échange à la fin. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bon, même pendant la conférence, vous pouvez poser des questions dans le chat. Et sinon, on prendra un petit temps à la fin pour répondre à toutes les questions. Donc, on va commencer avec un petit vrai-faux où on va voilà, on va vous passer quelques petites idées reçues, que ce soit pour l'alimentation ou l'activité physique. On vous parlera des recommandations et des repères sur l'activité physique et l'alimentation, des bienfaits, et on fera le lien avec certaines pathologies et pourquoi une bonne alimentation et la pratique d'une activité physique régulière nous protège de ces pathologies. Alors, pour commencer, donc, on vous a mis ici voilà, trois idées reçues. Donc, je vous laisse les lire. Donc, la première, les féculents font grossir. La deuxième, si je fais une activité physique tous les jours, je peux manger autant que je veux sans prendre de poids. Et la troisième, si un sportif de haut niveau mange trop gras, sucré ou salé, il encourt des risques pour sa santé, bien qu'il soit très sportif. Donc, on vous laisse voilà, quelques petites minutes pour répondre dans le chat et puis ensuite, on vous donnera les réponses. Alors, vous avez déjà un faux vrai. Vous avez un faux vrai aussi. Faux vrai, faux vrai. Mhm. Pour le moment, tout le monde est quand même plutôt unanime. Un Non. faux vrai. Donc, tout le monde est d'accord sur le premier étant un faux et le dernier étant un vrai. Et au milieu, c'est un mitigé. Alors, effectivement, donc la majorité des personnes ont répondu juste. Donc, les féculents font grossir. Ben non, en fait, il faut savoir que les féculents, en fait, donc tout ce qui va être pâtes, riz, etc., on y reviendra tout à l'heure. En fait, c'est un macronutriment qui est vraiment essentiel au bon fonctionnement de notre corps. Donc, les féculents, c'est vraiment le carburant de notre organisme. Donc, on en a besoin et ça représente à peu près 50% de nos apports journaliers chaque jour. Donc, voilà, il faut en consommer et au contraire, un apport insuffisant en féculents peut avoir des effets négatifs, surtout si on pratique une activité physique régulière. Euh, la deuxième idée reçue, donc si je fais une activité physique tous les jours, je peux manger autant que je veux sans prendre de poids. Alors ça, c'est faux. Donc en fait, c'est une question de balance énergétique. Donc dans tous les cas, si vous avez des apports énergétiques supérieurs à vos dépenses, donc si vous mangez plus que ce que vous dépensez, vous allez prendre du poids. En fait, c'est mathématique. On vous passera aussi une petite diapo sur la balance énergétique. Donc là, c'était bien faux. Et dernière idée reçue, si un sportif de haut niveau mange trop gras, sucré ou salé, il encourt des risques pour sa santé, bien qu'il soit très sportif. Donc c'est vrai.
Donc, même si l'activité physique va nous protéger de nombreuses pathologies, c'est vraiment l'association d'une activité physique régulière avec une bonne alimentation équilibrée qui va nous protéger sur le long terme de toutes ces pathologies. Voilà, donc on passe. On continue avec trois autres préjugés. Donc, les matières grasses sont mauvaises pour la santé. Il vaut mieux en consommer des produits allégés. Vrai ou faux? Je peux être végétarien et sportif de haut niveau. Vrai ou faux? Plus je transpire, plus je brûle de calories. Vrai ou faux? Donc, si vous pouvez répondre dans le chat comme la précédente diapo. Alors, on a un faux, vrai, faux, faux, vrai, faux, vrai, vrai, faux, vrai, vrai, faux. Donc, faux, vrai, vrai. Donc, apparemment, tout le monde est d'accord pour dire que celle du milieu est vraie. Mhm. Une majorité sont d'accord pour dire que, ah non, c'est pas forcément une majorité. Et après, c'est mitigé entre les deux autres réponses. Allez. Alors du coup, les matières grasses sont mauvaises pour la santé. Il vaut mieux en consommer des produits allégés. Donc ça, c'est faux. Il faut savoir que les lipides, ils sont vraiment essentiels dans l'alimentation. Ils vont constituer 35 à 40% de nos apports. Donc ils ont la plus grosse place après les féculents, comme elle a dit Sarah tout à l'heure, qui représentait 50%. Et donc, ils vont représenter une grande part de nos apports journaliers et vont avoir de nombreuses fonctions au niveau hormonal, cérébral, structural. Et il faut savoir que les produits allégés, au-delà d'être allégés, souvent, ils contiennent plein d'autres ingrédients pour justement pallier au fait qu'il manque de lipides. Donc, par exemple, dans un yaourt aux fruits allégé, eh ben, on va avoir beaucoup d'additifs qui vont être ajoutés, des colorants, des texturants, pour faire en sorte que le produit soit équivalent aux produits de base. Donc, des fois, il vaut mieux consommer finalement des produits standards dans une quantité raisonnable que de consommer des produits allégés qui finalement représentent un petit peu moins de calories, mais c'est pas pour autant que ça va être intéressant sur le plan nutritionnel. Donc, je peux être végétarien et sportif de haut niveau. Ça, c'est vrai. Donc, si on a des apports protéiques et nutritionnels qui vont être suffisants, bien réfléchis et qui vont nous apporter suffisamment de protéines, de glucides, de lipides, qu'importe que la source elle soit animale ou végétale, ça ne va pas altérer les performances physiques. Après, selon les personnes, il y a des personnes qui vont pas absorber les nutriments de la même façon. Vous et moi, on n'absorbe pas les nutriments de la même façon. Il se peut qu'il y ait besoin de compléments alimentaires, mais généralement, en étant végétarien, on peut se passer de compléments alimentaires. Et enfin, la dernière, je crois qu'il y avait plutôt des bonnes réponses. Donc, plus je transpire et plus je brûle des calories. Donc, ça, c'est faux. En fait, lorsqu'on transpire, on va surtout perdre de l'eau par la transpiration pour réguler notre température corporelle et on va reprendre notre poids initial une fois qu'on va boire un coup, en fait. Donc, c'est plutôt une idée reçue. Je relaisse la main à Sarah du coup, pour la suite. Alors, là, je vois qu'il y a une question dans le chat. Peut-on être vegan et athlète de haut niveau? Alors oui, on peut être vegan et athlète de haut niveau. Encore une fois, là par contre, ça va passer par de la complémentation qui va être quasiment obligatoire parce qu'il y a certaines vitamines et minéraux qu'on ne peut pas apporter en quantité suffisante. Donc souvent, on est complémenté, quand on est vegan, on va être complémenté en vitamine B12 et en fer assez systématiquement. Et puis les autres vitamines et minéraux, on aura tendance à réussir à les trouver dans le milieu végétal et animal. Donc on va réussir à combler nos apports. Je pense que c'est possible. Je pense que ça nécessite peut-être pour certaines personnes un Ah accompagnement oui, surtout. justement diététique pour justement faire les bons choix et pas être carencé. Donc, si vous êtes vegan ou végétarien, ça vaut peut-être le coup de faire un bilan nutritionnel avec un diététicien nutritionniste voilà, pour être sûr de ne pas avoir de carence. Alors, on va continuer donc avec la partie sur l'activité physique. Donc voilà, juste une petite question. Vous pouvez y répondre toujours pareil dans le chat. Pour vous, qu'est-ce que c'est que l'activité physique? Voilà, qu'est-ce que ça englobe? Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler d'activité physique. Donc, qu'est-ce que vous entendez par activité physique? Alors, c'est faire du sport. Alors, augmentation du rythme cardiaque. Alors, c'est intéressant que vous me parlez de sport parce que justement, moi, je vais vous faire la distinction justement entre l'activité physique et le sport. Autre que le jardinage ou activité quotidienne, bouger.
Bouger dans la journée, sport ou autre, sport. Ok, donc il y a le sport qui revient quand même souvent. Quelqu'un me dit bouger sans compétition, donc il y a de l'idée. Ça va être la différence justement avec une activité sportive. Ok, donc globalement, il y a pas mal de choses qui sont revenues. Faire du sport 2 fois par semaine, puis marche au quotidien. Ok, une dépense sportive ou activité quotidienne. Tout ce qui est différent de notre NEAT. Ok, ok. Alors là, j'ai plus de. Ok, j'ai plus de réponses. Alors, l'activité physique. Alors, est-ce que tu peux passer, Manon, s'il te plaît? Oui, pardon. Ça passe plus. Voilà. Donc là, je vous ai mis du coup quelques petites voilà, différentes notions. Donc, l'activité physique, effectivement, en fait, la définition, ça va être donc tout mouvement qui est produit par nos muscles squelettiques qui sont responsables d'une augmentation de la dépense énergétique. Donc, en fait, on parle d'activité physique, dit plus simplement, dès qu'on bouge, dès qu'on met notre corps en mouvement. Donc, ça regroupe à la fois les exercices de la vie quotidienne, les activités de loisirs et la pratique sportive. Donc, les exercices de la vie quotidienne, ça va être quoi? Ça va être monter ses escaliers, aller marcher, ça peut être promener son chien, ça peut être porter ses courses, ça peut être faire du jardinage, du ménage, du bricolage. Donc, c'est vraiment toutes les activités de la vie quotidienne qu'on va faire lorsque notre corps est en mouvement. Donc ça, c'est vraiment l'activité physique. Donc en fait, quand on vous parle d'activité physique, c'est vraiment juste le fait de bouger. Les activités de loisirs, ça peut être, je sais pas moi, danser, jouer à la pétanque, jouer au bowling. Voilà, c'est des activités qu'on peut faire où, pareil, on va mettre notre corps en mouvement. Et ça englobe également donc la pratique sportive, mais il faut bien faire la distinction entre activité physique et activité sportive. En fait, nous, quand on vous parle d'activité physique et quand vous entendez certaines recommandations à la télé, donc on entend souvent bouger au moins 30 minutes par jour, voilà, faire au moins 30 minutes d'activité physique par jour. On parle vraiment d'activité physique. On ne parle pas forcément de sport. Donc le sport, comme je l'ai vu passer là dans le chat, quelqu'un qui me disait sport, c'est la compétition. C'est un peu ça. En fait, on parle d'activité sportive dès que ça peut donner lieu à des compétitions et qu'il y a des règles. Donc le sport, ça va être quelque chose qui va être fait à une intensité beaucoup plus élevée et qui peut donner lieu à des compétitions. Donc, l'activité physique, c'est vraiment, voilà, il faut vraiment le différencier du sport. Nous, quand on vous parle d'activité physique, c'est juste bouger. Donc, ça peut être une activité physique légère à modérée, mais c'est vraiment mettre son corps en mouvement tous les jours. Alors, j'espère que c'est compris pour la petite différence entre l'activité physique et le sport. On va également, donc, souvent on entend parler, à contrario, de la sédentarité. Donc, la sédentarité, tout simplement, c'est un mode de vie qui est caractérisé par une fréquence faible, voire nulle de déplacement. En fait, on dit qu'on est sédentaire lorsqu'on va passer plus de 7 heures par jour en position assise ou allongée. Donc, quand on passe voilà, la majeure partie de notre temps assis et sans bouger. Euh, alors ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Je pose la question, mais je vais y répondre tout de suite. Est-ce que, par exemple, si une personne qui va faire, qui est sédentaire, voilà, qui a un travail de bureau la majeure partie de son temps, donc qui reste assis toute la journée, mais qui 2 fois par semaine va faire une activité physique ou même une activité sportive assez intense à raison d'1 heure. Est-ce qu'il est sédentaire? Bah oui, parce qu'en fait, au quotidien, il ne bouge pas assez. Donc, on peut très bien avoir une activité physique ou une activité sportive, mais être considéré comme sédentaire. Euh, et on parle d'inactivité lorsque l'activité physique est inférieure à 60 minutes par jour. Donc là, c'est quand carrément on ne bouge presque pas. Donc, il faut savoir que selon l'OMS, donc c'est l'Organisation mondiale de la santé, on a 85% de la population mondiale qui a un mode de vie sédentaire. Et le fait d'être sédentaire, en fait, on dit que ça va renforcer toutes les causes de mortalité. Donc, la sédentarité va être liée au développement de nombreuses pathologies. Donc, on va y revenir juste après.
Est-ce que tu peux passer? Alors là, je vous ai mis les recommandations du coup de l'OMS sur la pratique d'activité physique chez les 18-64 ans. Donc les recommandations, donc je ne sais pas si vous les avez déjà entendues, mais voilà, ce sont celles-ci. Donc on nous recommande de faire 150 à 300 minutes d'activité physique d'endurance à une intensité enfin, modérée par semaine, donc ce qui va représenter environ 30 minutes d'activité physique tous les jours. Ce qui est important, c'est que justement cette activité physique, elle soit régulière et que ce soit fait tous les jours et pas uniquement, par exemple, 2 heures tous les dimanches. Ce qui fait que ça va vous protéger de nombreuses pathologies et que vous allez rester en bonne santé, c'est justement le fait de le faire tous les jours. Voilà, donc ça va être vraiment la régularité. On vous recommande également de faire 2 fois par semaine du renforcement musculaire. Donc là, ça va être pour le maintien d'une bonne masse musculaire. Euh, et puis par exemple, pour les personnes âgées, je vais y revenir tout à l'heure pour éviter les risques de chute aussi. On vous recommande aussi de faire 10 000 pas par jour. Donc voilà, donc marcher tous les jours dès que c'est possible. Pour les petits trajets que vous pouvez faire à pied, privilégiez toujours la marche à la voiture ou au transport en commun, etc. Donc les 10 000 pas par jour. Et on vous recommande de limiter le temps passé assis, donc tous les comportements qui vont être sédentaires. Regarder la télé, rester sur son téléphone ou rester devant l'ordinateur trop longtemps. Même pour les personnes qui ont un travail assez sédentaire, qui sont derrière un bureau, on va leur recommander par exemple de se lever dès qu'ils peuvent pour relancer la circulation sanguine, pour remettre un petit peu le corps en mouvement, etc. Donc ça, c'est très important. Et ensuite, donc du coup, est-ce que tu peux passer maintenant? Donc les recommandations un peu plus spécifiques pour les personnes de plus de 65 ans, donc pour les seniors. Toujours pareil, on va leur recommander d'avoir une activité physique d'endurance d'intensité modérée tous les jours. On va peut-être demander aux seniors de bouger un petit peu plus pour justement qu'il y ait plus de bénéfices sur leur état de santé. On va également leur recommander de faire une activité physique qui va améliorer leur équilibre dans le but de prévenir les chutes, justement. Parce que faut savoir que chez les seniors, la principale cause de mortalité, en fait, ça va être en fait lié à la chute. Donc généralement, les seniors vont chuter. Derrière, on va avoir une fracture ou autre. Et en fait, c'est ça qui va aggraver leur état de santé parce que derrière, en fait, ils vont bouger de moins en moins, ils vont sortir de moins en moins. Et c'est comme ça, en fait, qu'ils vont développer des pathologies. Donc, ça peut être des activités de style yoga, danse ou des programmes justement bien spécifiques qui vont les aider à entretenir leur équilibre et à prévenir les chutes. On leur recommande également de pratiquer au moins 2 fois par semaine du renforcement musculaire. Donc pourquoi c'est très important chez les seniors? Parce qu'en fait, avec l'âge, on a un phénomène naturel qui s'appelle la sarcopénie. Donc c'est la perte de masse musculaire qui est liée à l'âge. Donc ça, c'est un phénomène qui est vraiment physiologique et qui va arriver voilà, chez tout le monde. Donc ça, on peut pas l'arrêter. Par contre, on peut, avec l'activité physique, justement, un petit peu limiter cette perte de masse musculaire. Et donc, c'est pour ça que ça va être très important chez les seniors de travailler, d'entretenir sa masse musculaire et de travailler ses muscles. Alors, au niveau des bienfaits de l'activité physique régulière, donc l'activité physique va favoriser le bien-être psychique. Donc, elle va améliorer la qualité de vie et la confiance en soi. Donc, c'est vrai qu'en fait, quand on pratique une activité physique, on va libérer certaines hormones, donc par exemple les endorphines, qui vont faire que derrière, peut-être que certaines personnes l'ont déjà remarqué, on va vraiment avoir ce sentiment de bien-être. Ça va également renforcer la confiance en soi, l'estime de soi, parce que c'est vrai que quand on pratique une activité physique, et que on progresse ou qu'on apprend de nouvelles choses, tout de suite derrière, on va avoir voilà, ce sentiment de satisfaction. Donc, ça peut être un très bon moyen de renforcer la confiance en soi et l'estime de soi, surtout si on pratique un petit peu à haut niveau ou si on fait de la compétition. Ça va être encore plus
encore plus se renforcer parce qu'en fait, plus on pratique une activité physique longtemps et plus ça va être à forte intensité et plus on va libérer ces fameuses endorphines. L'activité physique, donc, c'est également intéressant pour favoriser le lien social. Parce que quand on pratique, ben, forcément, ben, voilà, si vous pratiquez en club ou dans une association, vous allez rencontrer d'autres personnes. Donc ça peut être très intéressant, surtout peut-être pour les seniors qui vont être isolés ou seuls. Donc ça peut être un moyen de sortir de chez soi, de rencontrer du monde, etc. Euh, En prévention primaire de pas mal de pathologies. Donc ça, voilà, il y a plein d'études maintenant qui montrent que euh, l'activité physique va nous protéger de ben voilà, les maladies cardiovasculaires. Ça va nous protéger de l'obésité, du diabète. Donc ça va nous aider à maintenir un poids stable. Ça va nous protéger de l'ostéoporose également, parce que ça va renforcer la solidité des os. La sarcopénie, donc ça, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, c'est la perte de masse musculaire. Tout ce qui va être anxiété, dépression, tout ce qui va être cancer aussi. Hein, l'activité physique, ça va nous permettre vraiment d'avoir une meilleure oxygénation de nos vaisseaux sanguins, de nos tissus. Ça va nous permettre d'avoir une meilleure respiration, d'être moins essoufflé à l'effort. Hein. On voit que les personnes qui pratiquent jamais d'activité physique, ben, voilà, des fois, le moindre effort ou dès qu'ils vont monter un ou deux étages, ils vont être très essoufflés. Plus on va pratiquer et moins on va avoir ce sentiment d'essoufflement. Euh, donc tout ce qui va être voilà, dépression, cancer. Hein. Donc faut savoir aussi que maintenant on prescrit de l'activité physique adaptée. Donc l'activité physique adaptée, elle peut être prescrite par le médecin traitant et remboursée par certaines mutuelles pour justement les personnes qui vont avoir toutes ces pathologies. Euh, et au niveau voilà, de l'impact sur notre corps, renforce le système cardiovasculaire, donc améliore la force et la solidité des os, je l'ai dit, améliore la souplesse également et limite la prise de poids. Donc voilà, de nombreux bienfaits voilà, à tous les points, que ce soit au point physique ou sur le point de la santé mentale. Donc l'activité physique a une place très importante. Est-ce que tu peux passer donc là, à contrario, je vous ai mis les risques de la sédentarité sur notre organisme. Donc là, en fait, bah, pareil, hein, les études, elles montrent que moins on va bouger, plus on va être inactif et sédentaire, et plus nos os vont se fragiliser. On va avoir l'élasticité osseuse et musculaire, pareil, qui va diminuer. Ça va favoriser les risques d'arthrose avec l'âge, le développement de la sarcopénie et tout ce qui va être, bah voilà, moins on va bouger, moins on va pratiquer. Pour les seniors, par exemple, plus ils vont avoir de risques de chuter, voilà, d'avoir des problèmes d'équilibre, de coordination, etc. Au niveau de l'appareil cardiovasculaire, bah, le fait de ne pas avoir une activité physique suffisante, donc bah, ça va favoriser le vieillissement précoce du cœur, tout ce qui va être risque d'insuffisance cardiaque, d'hypertension artérielle, etc. Ça, je l'ai dit tout à l'heure. Donc au niveau de l'appareil respiratoire, diminution des capacités respiratoires et donc ça favorise l'essoufflement. Et là, je vous ai mis donc dans le petit encadré juste en bas, attention, donc une activité physique suffisante ne protège pas des effets délétères de la sédentarité. Donc c'est ce que je disais, même si vous pratiquez 1 à 2 fois par semaine une activité physique, mais le reste du temps vous êtes sédentaire, vous pouvez quand même développer toutes ces pathologies. Donc en fait, il faut juste garder à l'esprit que l'activité physique, ça va vraiment être comme le brossage des dents, donc c'est tous les jours un petit peu. Et c'est comme ça que vous allez limiter voilà, tout le développement de toutes ces pathologies. Merci Sarah. Peut-être qu'il De y a des rien. questions sur la partie activité physique Alors, dans tous les cas, on reprendra un petit temps à à la la fin. fin. Ouais, Ok, mais n'hésitez pas. alors du coup, on va partir sur le même système qu'avec Sarah. On va faire dans le chat, on va répondre à cette question. Pour vous, qu'est-ce qu'une alimentation équilibrée? Donc, je vous laisse répondre un petit peu dans le chat. De tout sans excès. C'est un bon début. Régime méditerranéen. Équilibre en lipides, glucides et protéines. Ok.
Ok, la saisonnalité, c'est vrai, c'est important. Fruits, légumes, pas trop de sucre, un peu de tout sans exagérer. L'alimentation méditerranéenne, elle ressort souvent. Une alimentation variée, ça c'est très important, effectivement, la variété. Légumes bouillis. On a des suggestions. Ok. Ok, ben vous êtes plutôt juste dans tout ce que vous avez dit. Suivre, limiter les sucres rapides et graisses et protéines animales. Pas trop de grillades, c'est vrai, l'été arrive. Bon, il arrive doucement quand même, hein. Féculents, légumes, fruits, protéines, d'accord. Chaque repas, alimentation variée. Pas d'alcool. Ok. Bon, vous avez fait un peu le tour. En tout cas, l'idée de variété elle revient très souvent et c'est effectivement ça, c'est de manger un petit peu de tout et sans excès. Quand on n'a pas une maladie qui indique qu'on supprime quelque chose vraiment de notre régime alimentaire parce que ça va être néfaste pour notre santé, ben, en fait, on peut manger absolument de tout, mais il faut juste veiller à avoir un équilibre sur les quantités et sur la place que va avoir chaque aliment dans notre alimentation. Donc, hop, j'essaie de repasser. Voilà. Donc, les recommandations du PNNS, avant, on avait des repères quantitatifs et aujourd'hui, on est passé un petit peu plus sur du qualitatif. C'est-à-dire qu'avant, pour les fruits et légumes, par exemple, on vous disait 5 fruits et légumes par jour. Aujourd'hui, on va surtout essayer de vous dire qualitativement, bah, il faut augmenter cette catégorie d'aliments. Donc, du coup, les fruits et légumes, oui, ça va être 5 portions de fruits et légumes par jour, mais on va tout simplement encourager les gens à augmenter les fruits et légumes. On va aussi encourager les gens à augmenter le fait maison parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que les aliments ultra transformés, les plats préparés, ils vont avoir des impacts assez néfastes sur notre santé. Déjà parce qu'ils vont augmenter le risque de surpoids, mais aussi bah, du fait de tous les additifs et toutes les choses qu'ils peuvent contenir qu'on ne trouve pas dans nos placards. Donc, du coup, on va encourager les gens à continuer de consommer du fait maison sans pour autant supprimer tout ce qui est industriel, mais que ça garde une place raisonnable. Ensuite, les fruits à coque. Donc ça, c'est un petit peu une nouvelle recommandation. On va encourager les gens à consommer des fruits à coque. Une portion, c'est une petite poignée par jour, un point fermé. Donc ça va être environ une dizaine d'amandes, à peu près 6 noix, une poignée de noisettes. Voilà. Donc on va essayer de consommer tous les jours une petite poignée de fruits à coque qui vont nous apporter surtout des oméga 3, des protéines et des graisses de bonne qualité. Les légumes secs, on va encourager également à les augmenter parce qu'ils contiennent beaucoup de protéines, beaucoup de fibres. Ils sont super intéressants sur le plan nutritionnel. Donc, du coup, il faudrait en consommer minimum 2 fois par semaine. Et si notre système digestif les tolère bien, pourquoi pas un petit peu plus. Et ensuite, on recommande également d'augmenter l'activité physique. Donc, bah, comme l'a dit Sarah, toute activité physique est bonne. Et puis, il faut vraiment bouger régulièrement tous les jours. Et essayer d'avoir une activité physique qui soit régulière, même si elle n'est pas forcément intense. La régularité est très importante. Ensuite, on va recommander d'aller vers. On va essayer justement de créer de nouvelles habitudes de consommation. Donc, aller vers les féculents complets. Parce que les féculents complets, ils sont plus riches en fibres, ils vont être plus riches aussi en nutriments, notamment en fibres et en minéraux, donc minéraux et vitamines. Ils vont vous apporter plus de choses intéressantes et surtout, ils vont avoir un index glycémique un petit peu plus faible, ce qui fait qu'on va avoir un sentiment de satiété assez long comparé à si on mangeait des viandes, des pâtes blanches, pardon, ou du pain blanc. On va essayer aussi d'aller vers les poissons gras et maigres en alternance. La recommandation, c'est d'en consommer 2 fois par semaine, dont au moins un poisson gras. Les poissons gras, ça peut être autant du poisson frais, surgelé, que du poisson en conserve. Donc les poissons gras, ça va être le saumon, ça va être le thon, ça va être les anchois, les sardines, les maquereaux. Tout ça, ça va vous apporter des oméga 3 dont on manque beaucoup dans la population française.
Ensuite, on va essayer d'aller vers des huiles végétales qui soient un petit peu plus variées. Nous, dans le sud, dans notre alimentation méditerranéenne, on utilise très, très, très souvent l'huile d'olive, mais c'est pas la seule. Il ne faut pas hésiter à les varier, à apporter un petit peu des huiles différentes, surtout en assaisonnement, comme l'huile de colza ou l'huile de noix, par exemple, qui vont vous apporter également des oméga 3, tout comme les poissons gras. Ensuite, on va essayer d'aller vers une consommation de produits laitiers suffisante mais limitée. Donc, globalement, c'est 2 produits laitiers et 2 à 3 quand on est senior. L'objectif, c'est d'en apporter suffisamment pour les bénéfices qu'ils apportent, c'est-à-dire qu'ils vont apporter du calcium, ils vont apporter des protéines qui sont de très bonne qualité, mais pas trop parce que, par exemple, le fromage, c'est quand même un aliment qui va être riche en graisses saturées et qu'on va essayer de limiter à 1 portion par jour. Donc, on va essayer de les alterner également. On ne va pas consommer, par exemple, 2 ou 3 fois du fromage. On va plutôt consommer un yaourt, un verre de lait et 1 portion de fromage si on va consommer 3 produits laitiers. Ensuite, on va essayer d'aller vers des aliments de saison et des aliments produits localement. Donc, les aliments de saison, c'est sûr, c'est très, très important de suivre la saisonnalité. Déjà parce que on va payer moins cher, mine de rien. Ça va avoir un impact sur notre économie, en fait. Et aussi parce que les aliments produits, ils vont être produits localement en général. Forcément, si on mange une aubergine en plein mois de décembre, elle vient pas de France. Alors que on pourrait consommer finalement 2 saisons et consommer des aliments qui ont une meilleure qualité nutritionnelle, qui sont plus riches en vitamines et minéraux et qui auront poussé dans des conditions naturelles, hein, au soleil, dans un champ, et non pas sous serre avec une atmosphère qui est finalement complètement sur mesure. Et on va essayer de privilégier également les aliments bio, notamment, alors je sais que le bio, c'est pas accessible financièrement pour tout le monde. On fait comme on peut, c'est très bien si on peut en consommer. Si on ne peut pas, en tout cas, il y a des aliments qui sont plus recommandés de consommer bio, notamment les céréales complètes, tous les produits complets. Ça va être les céréales complètes, le riz complet. C'est intéressant de les consommer bio parce que l'enveloppe du grain garde beaucoup les résidus pesticides et également les produits gras parce que les graisses absorbent bien les pesticides. Donc, par exemple, l'huile d'olive et le beurre, il faudrait essayer de les consommer bio. Et enfin, réduire. Donc, réduire l'alcool. L'alcool, il a été énoncé dans le chat. C'est vrai que l'alcool, on a pendant longtemps vanté les bienfaits du vin sur le système cardiovasculaire, mais il ne faut pas oublier qu'ils ont des effets très néfastes sur le reste de notre organisme, notamment sur le foie. Donc, l'alcool, c'est à limiter. On a des recommandations qui sont à 2 verres par jour et pas tous les jours. Donc, globalement, ça équivaut à 10 verres par semaine. Idéalement, il ne faudrait pas en consommer tous les jours. Ça, c'est très important à garder à l'esprit. Même si c'est une habitude de vie qui s'est ancrée, il faut essayer, par exemple, d'alterner au moins un jour sur deux si jamais on consommait, par exemple, tous les jours. Les produits sucrés et les boissons sucrées, donc, ils sont effectivement à réduire, à limiter. Sur la pyramide alimentaire, ils sont tout au sommet, donc ils ne représentent pas du tout une grande importance au niveau quantitatif. Les produits sucrés, les boissons sucrées, ils vont nous apporter effectivement des glucides assez rapidement et on verra que ça a son intérêt, notamment dans l'activité physique, on le verra un petit peu plus bas. Mais au quotidien, il faut savoir que les produits sucrés peuvent être responsables d'une prise de poids si jamais on en consomme trop. On a des stocks de glucides qui sont formés sous forme de glycogène dans notre corps, au niveau du foie et au niveau du muscle. Et une fois que ces réserves elles sont remplies, le sucre va avoir tendance à se transformer en tissu adipeux, donc en graisse. Du coup, il peut être responsable d'une prise de poids si on en consomme trop. Les produits salés, il faut également tendre à les réduire, essayer d'apporter un petit peu des choses différentes, des épices, des aromates, surtout essayer de prendre l'habitude de saler soit pendant la cuisson, soit à table, mais pas les deux, ça c'est important. Essayer de limiter cette consommation de sel parce que finalement on consomme très salé et ça peut avoir des risques pour la santé au niveau cardiovasculaire. Et même, ça peut provoquer des cancers si on en consomme vraiment beaucoup au quotidien. Et puis, on a déjà du sodium qui est apporté par différents aliments au quotidien, notamment nous, les Français, le pain et le fromage, ça contient beaucoup de sodium. Et puis, le jambon, les olives, tout ça, ça va apporter petit à petit beaucoup d'apports sodés. Et du coup, il faudra essayer de les limiter au maximum. Réduire la charcuterie également. Donc, la charcuterie, la recommandation, c'est maximum 150 grammes par semaine.
La charcuterie, ça va être surtout les saucissons, le jambon cru, les rillettes, les caillettes. Donc tout ça, on va essayer de le limiter au maximum. La viande également, surtout la viande rouge, donc le porc, le bœuf, le veau, le mouton, l'agneau et les abats. La recommandation, c'est maximum 500 grammes par semaine. Et si on est en dessous, c'est pas bien grave. On va essayer de privilégier un petit peu la volaille. Et aussi, aujourd'hui, on est dans une optique d'essayer d'augmenter les produits végétaux. Donc, il faut savoir qu'on peut apporter des légumes secs pour faire un petit peu une équivalence en protéines avec la viande ou le poisson ou les œufs. Et ensuite, les produits avec un Nutri-Score D ou E. Alors, le Nutri-Score, il est un petit peu en train d'être revu. Ce qui est important à savoir, c'est que le Nutri-Score, il est valable qu'avec des aliments équivalents. C'est-à-dire qu'on ne va pas comparer un fromage avec un sac de légumes surgelés. Bien sûr que le Nutri-Score, il ne sera pas du tout équivalent. Il se base sur des nutriments. Donc, quand il y a trop de sel ou quand il y a trop de graisses saturées ou trop de sucre, on va être plutôt, ou qui va être un petit peu trop calorique, on va être plutôt sur un Nutri-Score qui va être vers le orange-rouge, tandis que si on est sur un aliment qui va contenir beaucoup de fibres, qui va contenir beaucoup de vitamines, qui va contenir des choses intéressantes, peu de sucre, peu salé, on va plutôt être vers A ou B. Mais ça ne veut pas dire qu'un aliment Nutri-Score D, il n'a pas toute sa place dans l'alimentation. Par exemple, l'huile d'olive, elle est Nutri-Score D et pour autant, elle est très intéressante et très importante à garder au quotidien. Donc, le Nutri-Score, c'est intéressant pour comparer deux produits équivalents. Par exemple, si on veut comparer deux produits de céréales pour les enfants, ça va être intéressant de comparer telle et telle céréale, mais on ne va pas comparer des céréales avec du fromage. Et ensuite, le temps passé assis. Donc, réduire le temps passé assis, comme vous l'a dit Sarah, c'est très important. On a tendance à avoir des métiers qui sont de plus en plus sédentaires, où on est au bureau toute la journée. Donc, il ne faut pas hésiter à se lever régulièrement, que ce soit au bureau ou dans la journée, dans nos activités. Ensuite, donc, ce qui est important aussi dans l'équilibre alimentaire, donc, c'est déjà de manger varié. Comme vous l'avez dit, de saison, c'est encore Julie? mieux d'apporter de tout. Oui. Ah. Oui, alors il y avait des questions dans Oui, le chat. Je ne pardon, sais pas si c'est ce que Manon voulait, je ne l'ai pas Sarah ouvert. voulait te dire. Donc il y a une question sur les légumes secs en conserve. Est-ce que c'est OK ou pas? Oui, c'est très bien les légumes secs en conserve, ça vous apportera exactement les mêmes choses que des légumes secs que vous aurez cuits vous-même. D'accord. Une question sur la Le jambon charcuterie. blanc. Le Alors, jambon, c'est le jambon parti. blanc, je ne l'ai pas cité effectivement parce qu'il est beaucoup moins gras que la plupart des charcuteries, mais il reste très salé. Donc, on le considère pas tout à fait comme une charcuterie de par sa quantité de graisse, parce que on va surtout avoir de la masse maigre, donc de la protéine. Mais par contre, il reste très salé. Donc, il faut pas non plus que ce soit une source de protéines qu'on consomme tous les jours. Voilà. Mais c'est vrai qu'on ne le compte pas vraiment dans les charcuteries. Alors, ensuite, hop, est-ce bien de consommer du collagène? Alors, le collagène, c'est une protéine que fabrique notre corps et petit à petit, quand on prend de l'âge, on fabrique de moins en moins de collagène. C'est pour ça que notre peau, elle perd de son élasticité et nos vaisseaux aussi. Donc, du coup, on va avoir tendance à avoir un peu plus de rides et avoir des vaisseaux qui se durcissent un peu et qui perdent en élasticité. Le collagène alimentaire, donc on va apporter par des compléments alimentaires. Aujourd'hui, on a montré certains bénéfices, mais attention, j'ai déjà regardé, ce sont seulement des études qui ont été faites par les laboratoires qui vendent des compléments alimentaires de collagène. Donc aujourd'hui, il y a un petit peu conflit d'intérêts sur ces études-là parce que c'est un peu du hollow-buying et on ne peut pas assurer aujourd'hui que le collagène est réellement bénéfique pour les articulations, réellement bénéfique pour l'élasticité de la peau, etc. Pourquoi? Parce que le collagène, ça reste une protéine et que quand on va absorber le collagène, il va se transformer en petits acides aminés. Ces petits acides aminés, ils vont fabriquer des choses dans notre organisme, ils vont aller là où il y a besoin. Donc peut-être qu'ils vont aller refabriquer du collagène, mais peut-être aussi qu'ils vont aller fabriquer de l'ADN, peut-être aussi qu'ils vont aller dans la multiplication cellulaire. Donc on n'est pas du tout sûr de ce que va devenir le collagène. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est un petit peu délicat là-dessus parce qu'on n'a pas le recul nécessaire et on n'a pas des études sans conflit d'intérêt qui sont encore sorties sur le collagène. Voilà.
Quelles recommandations pour le mauvais cholestérol élevé quand on a aussi beaucoup de très bon cholestérol? Alors, quoi qu'il en soit, même si on a beaucoup de bon cholestérol et un peu de mauvais, etc., dès qu'il y a un déséquilibre et qu'on n'est plus dans les normes, on estime qu'il y a un problème au niveau de la gestion du cholestérol par notre corps. En termes d'alimentation, on va vous demander de consommer du fromage maximum une fois par jour et ça va être une portion de fromage, donc on va éviter d'en consommer plus. Au niveau des œufs, on va essayer d'être à maximum 6 par semaine en comptant les œufs cachés. Et puis après, on va essayer d'éviter un petit peu les plats en sauce, les plats à base de crème fraîche et favoriser plutôt les aliments qui contiennent des oméga 3, les huiles végétales qui contiennent des oméga 3. Voilà, on va essayer de favoriser plutôt les graisses végétales que les graisses animales sans forcément supprimer toutes les sources de cholestérol parce qu'il faut savoir que déjà, c'est pas dans un aliment qu'il y a du bon ou du mauvais cholestérol, c'est dans notre corps. C'est des protéines qui vont transporter le cholestérol, ça va être HDL et LDL. Et donc, quand il y a une mauvaise gestion au niveau de notre corps, qu'on a plus de mauvais ou plus de bon cholestérol, ça se passe au niveau de notre organisme, ça se passe pas au niveau de notre alimentation. Et du coup, voilà, il va y avoir un petit point d'attention sur les plats en sauce, sur les œufs et sur le fromage. Quels sont les légumes qui apportent des protéines? Alors, les légumes, ils apportent tous une petite quantité de protéines, mais on va avoir les légumes secs, les légumineuses, donc les haricots rouges, les lentilles, les pois chiches, les pois cassés, tout ça, ça va vous apporter des protéines en grande quantité. Mais par contre, ça va être des féculents. Ils vont être classés dans la famille des féculents et non pas des légumes, même si on les appelle légumes secs. Je sais, c'est un peu compliqué. Si on a trop de cholestérol, attention, que faut-il manger? Bon, bah, du coup, on y a un petit peu répondu avec la question au-dessus. Et peut-on manger des œufs tous les jours? Alors, les œufs, la recommandation, c'est jusqu'à une dizaine par semaine. Donc, oui, on peut manger un œuf tous les jours si on a envie. Allez, je continue du coup. Donc, le but, c'est d'équilibrer son assiette. C'est ça qui va être très important aussi dans l'équilibre alimentaire, c'est que l'assiette, elle soit toujours assez cohérente. Donc, pour qu'une assiette, là, je vous ai mis le schéma de l'assiette idéale qui n'est pas forcément atteignable tout le temps, tous les jours, quand on est invité au resto, quand on a un repas un petit peu particulier, un apéritif. Mais voilà, au quotidien, ce à quoi ça devrait ressembler l'assiette idéale, entre guillemets. Donc, il faudrait qu'il y ait la moitié de légumes crus ou cuits, ou un peu des deux. Ça peut être une petite entrée crue et un petit peu de légumes cuits, qui doivent représenter la moitié de l'assiette. Les féculents, eux, ils représentent un quart de l'assiette. Donc, les féculents, ça va être les pâtes, le riz, le quinoa, les pommes de terre, le pain. Et les viandes, poissons et œufs, donc là, j'ai noté VPO sur l'écran, comme vous pouvez le voir. Viande, poisson, œufs, ça va être un quart de l'assiette. Encore une fois, on parle de viande, poisson, œufs, mais ça peut être aussi une alternative végétale. Donc, ça peut être, par exemple, des légumes secs qui vont apporter cette quantité-là également. Mais aussi, par exemple, du tofu ou des produits préparés exprès végétariens. Ensuite, un produit laitier par repas et une portion de fruits. Et enfin, de l'eau et de la matière grasse, on n'oublie pas, donc ça doit représenter 1 à 2 cuillères à soupe. Alors, j'ai noté une petite phrase en dessous parce que là, on parle d'activité physique et on est censé faire le lien aussi avec l'activité physique, mais selon l'activité qu'on pratique et la fréquence, la quantité de féculents et de protéines, elle va varier. Donc, ça va être vraiment les principaux nutriments sur lesquels on va augmenter la quantité et on va le voir un petit peu par la suite. Alors tout à l'heure, on vous a parlé un petit peu de balance énergétique dans les préjugés, dans les idées reçues. Donc on va développer un petit peu cette notion-là. Faut savoir que notre organisme, il fonctionne vraiment comme une machine et qu'il a besoin d'énergie. Donc cette énergie, elle va être apportée par les macronutriments qui sont les glucides, les lipides et les protéines. Les glucides, ils vont représenter à peu près 50% de nos apports journaliers, les lipides 35 à 40% et les protéines 10 à 20%. Donc, nos besoins nutritionnels, ils vont dépendre à la fois de notre métabolisme de base, qui va être complètement différent selon notre sexe, notre taille et notre âge. C'est-à-dire que une dame de 60 ans qui fait 1,50 m n'a pas les mêmes besoins qu'un monsieur de 25 ans qui fait 1,85 m. Voilà. Donc, globalement, c'est pour expliquer que le métabolisme de base, donc c'est les calories qu'on va dépenser au repos, elles vont pas du tout être les mêmes d'un individu à l'autre. On n'a pas du tout tous les mêmes besoins.
Mais ça va aussi dépendre de nos dépenses physiques. Donc, du coup, je vous ai fait un petit dessin pour vous expliquer la balance énergétique. Donc, les apports, ça va être les protéines, les glucides et les lipides qui sont apportés par les aliments. Et les dépenses, ça va être notre métabolisme de base. Donc, comme je vous l'ai dit, les dépenses de base de notre corps au repos. Il faut savoir que, par exemple, je vais me baser sur moi, mais moi, par exemple, mes besoins au repos, ils sont à peu près de 1400 kilocalories par jour. À ça va s'ajouter l'activité physique que je vais avoir. Ensuite, l'activité physique. Bah, selon si on pratique 1 heure de marche ou 3 heures de course à pied, bah, ça va pas être tout à fait pareil. Donc, va s'ajouter à ça l'activité physique. Et ensuite, je vous ai mis un terme un peu compliqué, mais globalement, c'est la thermogénèse postprandiale. Ça veut dire que, c'est marrant, quand on mange, finalement, on dépense des calories parce que notre organisme, il va faire un effort pour digérer. Et donc, ça va induire une perte, pardon, je vais y arriver, une régulation thermique. Et donc, cette régulation thermique va dépenser de l'énergie. Donc, globalement, si nos apports sont supérieurs à nos dépenses, on va prendre du poids. Si nos dépenses sont supérieures à nos apports, on va perdre du poids. Et si cette balance est plutôt équilibrée, eh ben, on ne va pas avoir un poids qui varie beaucoup. C'est plutôt l'objectif d'être dans un équilibre entre les apports et les dépenses, selon nos objectifs, hein, bien entendu. Il y a des objectifs différents. Il y a des personnes qui veulent perdre du poids, etc. Perte de poids et prise de poids ne se limitent pas qu'à cette balance, mais par contre, ça s'explique vraiment beaucoup par ce calcul théorique. Mais il va y avoir d'autres choses qui influent, les maladies, les hormones, il va y avoir vraiment beaucoup de choses, l'hérédité, il y a plein d'autres facteurs qui peuvent jouer sur le poids et sur notre équilibre pondéral. Alors maintenant, on va passer dans le vif du sujet, c'est qu'on va faire le lien entre activité physique et nutrition finalement. Donc, en cas d'activité physique régulière, il faut savoir qu'il faut adapter son alimentation et veiller à apporter certains nutriments en quantité suffisante. Donc, ça va être notamment les glucides qui sont surtout dans les féculents et les sucres simples. On va faire un peu la distinction entre les deux. Et les protéines. Et les moments auxquels on va consommer ces nutriments, ils vont être aussi importants avant, pendant ou après l'effort. Ça va pas être le même objectif. Et enfin, on discutera un petit peu de l'hydratation qui est très importante aussi dans la pratique d'activité physique. J'ai vu qu'il y avait 2 questions dans le chat. Alors, Oui, VPO, c'est viande, poisson, œuf. Et comment calculer le métabolisme de base? Alors, bah, il vaut mieux se faire aider par une diététicienne qui sera beaucoup plus apte à vous prendre en charge, mais il y a des formules mathématiques, notamment Harris et Bénédicte, qui permettent de calculer ce métabolisme de base. Voilà, mais c'est quand même mieux que ce soit un professionnel qui le fasse parce qu'il y a aussi le niveau d'activité physique à calculer. Donc, il faut savoir calculer aussi ce niveau d'activité physique. Euh, les moments auxquels ces nutriments vont être consommés vont être importants et du coup, on va voir ensemble pourquoi il faut augmenter ces nutriments et surtout à quel moment et quel est l'objectif quand on prend ce nutriment avant, pendant, après l'effort. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les glucides constituent le carburant du muscle. Souvent, on fait un petit peu la confusion avec les protéines. On pense que le muscle, il a besoin de protéines comme énergie, mais non, c'est le sucre finalement. L'énergie du muscle, ça va être les glucides, sous forme de glucose, du coup. Donc, les glucides, on va avoir des stocks qui sont directement dans notre organisme, dans le foie et dans les muscles. Et ils vont être utilisés, du coup, comme source d'énergie lors d'une séance de sport. Dans l'ordre, finalement, ça va être quand on va faire une séance de sport, on va d'abord consommer le glucose qui se trouve dans notre sang. C'est pour ça que l'activité physique, ça peut aider à baisser la glycémie chez les diabétiques. Ensuite, ça va aller vers les stocks de glucides. Donc, on va essayer de puiser d'abord les stocks du foie, les stocks hépatiques, parce que le muscle est un peu un égoïste et qu'il va d'abord puiser dans les stocks du foie. Et puis après, il va aller stocker, il va aller récupérer dans ses propres stocks, donc dans le stock musculaire. Et il va utiliser les glucides comme source d'énergie. Euh, on dit souvent qu'il faut faire minimum 45 minutes d'activité physique pour commencer à brûler des graisses. C'est vrai et c'est faux à la fois. Il n'y a pas qu'un robinet ouvert à la fois. On va brûler quand même un petit peu des graisses, même si au début, effectivement, le muscle consomme surtout des glucides.
Mais dès qu'on entreprend une activité physique, dès le départ, on brûle un petit peu des graisses et c'est sûr qu'à partir de 40 minutes, on brûle quasiment exclusivement des lipides parce que, effectivement, les stocks de glucides seront épuisés. Donc, vous l'aurez compris, le fait de faire une impasse sur les féculents, c'est vraiment une mauvaise stratégie pour le sportif et ça peut altérer ses performances sportives, voire conduire au malaise, à l'hypoglycémie si il fait un effort qui est trop intense et qu'il n'a pas apporté les glucides au moment opportun. Donc, il faut faire la distinction un petit peu entre les glucides complexes, donc ça va être ce qu'on appelle un peu plus vulgairement les féculents. Ça va être le pain, ça va être les pâtes, le riz, l'avoine, les pommes de terre ou les légumes secs comme les pois chiches, les lentilles et, euh, et les pois cassés, par exemple. Et les glucides simples, donc on va plutôt retrouver dans les fruits sous forme de fructose, dans le lait ou dans les yaourts sous forme de lactose. Et après, ben, dans des produits sucrés comme les cookies, le chocolat, dans les céréales du petit déjeuner qu'on peut trouver pour les enfants, les céréales qui sont quand même assez transformées, on va trouver des sucres simples. Donc, ces glucides, ils n'ont pas la même vitesse d'assimilation. Les glucides complexes, ça va être de très grosses molécules que l'organisme va mettre un petit peu plus de temps à découper et ça va être plus compliqué pour lui de faire passer le glucose dans le sang, alors que les glucides simples, ils vont passer un petit peu plus rapidement parce qu'ils ont des structures beaucoup plus petites et beaucoup plus faciles à assimiler pour le corps. Et du coup, je rebondis aussi sur ce que tu dis, comme tu parles des glucides. Manger des glucides le soir, ça vous fera pas grossir. Ça, c'est souvent aussi Ah oui, c'est un un préjugé. mythe qu'on entend souvent. C'est une idée reçue. En fait, bah, c'est une question de balance énergétique. C'est ce qu'on disait. Les glucides que vous les consommez le matin, le midi ou le soir, c'est l'excès en fait qui va faire que vous allez prendre du poids. Donc, le fait de manger des glucides le soir, ça vous fera pas grossir. Et au contraire, il faut en avoir à tous ces repas et ça peut même favoriser l'endormissement parce que bah, justement, si on manque de glucides, on peut avoir bah, cette fringale dans la soirée ou voire même la nuit. Donc, les glucides vont même favoriser l'endormissement. Donc, le soir, vous pouvez en manger aussi. Tout à fait, merci Sarah. Donc les glucides, ils Il y a vont une pas avoir le même. question Oui, dans le pardon. chat. Si on a une séance de musculation à l'heure du repas, quand manger? Avant ou après? Et où après? Alors justement, ça va Euh, être plutôt, enfin, avant l'effort, on va essayer de prendre une petite collation. On y vient, on est pile dedans, donc je vais poursuivre. Donc avant l'effort, on va soit essayer d'apporter une portion de féculents si le repas il est pas trop proche de la séance de sport, c'est-à-dire qu'il est à peu près à 2 heures. Eh ben, on va se contenter d'une portion de féculents au repas qui précède dans l'assiette idéale, comme on l'a vu au slide précédente. Ou alors, si ben, le repas, enfin, qu'on peut pas manger une grosse quantité parce que justement on va se sentir mal au sport si on mange une trop grosse quantité, on va essayer de favoriser une collation qui va apporter 20 grammes de glucides simples. Donc, du coup, ça va être par exemple une banane ou un yaourt à boire ou ce genre de choses. On va essayer d'apporter un petit peu de glucides simples avant l'effort pour pas avoir un coup de pompe justement pendant l'effort. Pendant l'effort, si l'effort il va durer plus d'1 heure, il va falloir envisager d'apporter des glucides simples. Donc très souvent, les sportifs, ils apportent des glucides simples par le biais de leur boisson. On distinguera un petit peu plus tard boisson énergétique et boisson énergisante parce que c'est pas du tout la même chose. Mais globalement, les sportifs qui font des efforts sur des longues durées, ils vont se faire une boisson énergétique qui va apporter à la fois des glucides simples et à la fois du sel. Mais on le verra un tout petit peu plus tard. Et après l'effort, donc, ce qui va être important, c'est de reconstituer les stocks de glycogène pour éviter la fatigue. Et donc, on va prendre un repas complet avec des féculents ou alors on va prendre, pareil, 20 grammes de sucre. Donc, ça peut être un fruit, ça peut être une barre de céréales, voilà, ou une pâte de fruits, si le repas, il est loin. Donc, c'est un peu le même concept. C'est si le repas, il est loin, on va intégrer une collation. Alors qu'avant l'effort, si le repas enfin, si c'était l'heure du repas, il vaut mieux manger 20 grammes de sucre que de prendre un repas complet. Si, admettons, dans une demi-heure, on a notre séance de musculation et que c'est proche du repas du midi. Je pense que j'ai répondu à votre question. Banane égale glucides simples. Alors, la banane, elle va apporter à la fois de l'amidon, mais à la fois beaucoup de sucre. C'est un fruit qui est très sucré, qui contient 20 grammes de sucre pour 100 grammes, 18 grammes de sucre pour 100 grammes. Et vu qu'une banane, c'est à peu près 150 grammes, ça va vous apporter un peu plus de 20 grammes de sucre simple.
Et les fruits secs pendant l'effort, c'est aussi une bonne idée. Donc, ça peut être des pruneaux, ça peut être des abricots, ça peut être des figues, ce que vous voulez, en sachant quand même que ça va être un petit peu plus difficile à digérer que la boisson qui va, elle, passer directement dans le sang, parce que les fruits secs, ça va contenir des fibres quand même. Donc, les fibres, faut savoir qu'à l'effort, ça demande un petit peu plus d'effort à notre organisme pour digérer tout ça et faire passer le sucre dans le sang. Pareil, le fait que ce soit du fructose, ça va mettre un petit temps avant d'aller dans le sang, alors que du glucose est absorbé beaucoup plus vite. Donc, c'est pour ça qu'un sirop, par exemple, ou un jus de fruits, ça va contenir un peu de fructose, mais surtout beaucoup de glucides. Si on prend un jus de fruits du commerce, eh ben, ça va être un petit peu plus intéressant et ça va apporter plus de glucose très vite. Hop, je passe au reste. Ensuite, on va passer aux protéines. Donc, les protéines, il faut savoir qu'elles vont structurer notre muscle. Donc, c'est effectivement vrai que nos muscles ont besoin de protéines, mais c'est pas comme carburant, pas comme les glucides. Finalement, ça va être vraiment pour former le muscle. Donc, lors d'un effort prolongé, on l'a dit tout à l'heure, on a les réserves glucidiques qui vont être épuisées et l'organisme, il va tirer un petit peu plus d'énergie grâce aux réserves adipeuses, donc grâce aux graisses finalement. Et l'effort, il faut savoir que quand on fait du sport, quand on fait de l'activité physique, ça va engendrer une protéolyse naturelle, c'est-à-dire que nos protéines, eh ben, elles vont se détruire et qu'il va falloir manger des protéines pour les reconstruire. Donc du coup, manger des protéines pour reconstituer le muscle, ça va être vraiment indispensable après une activité physique intense. Donc, les protéines animales, ça va être tout ce qui est viande, poisson, œufs, mais également produits laitiers. Il faut savoir que les produits laitiers peuvent contenir des protéines en quantité très intéressante et en plus, elles sont très bien assimilables. Donc, ça peut être les fromages à pâte dure qui contiennent beaucoup de protéines et beaucoup de calcium et aussi des graisses saturées, donc quand même à ne pas trop abuser. Mais ça peut être aussi un yaourt ou du lait qui peuvent être d'excellentes sources de récupération. On le verra un peu plus tard. Et les protéines végétales, donc à savoir que en tant que sportif, la protéine végétale la plus assimilable pour notre corps, ça reste le soja, mais il y a aussi les légumes secs et les oléagineux qu'il est possible de consommer pour apporter des protéines végétales. Donc, les protéines, elles vont nous intéresser surtout en post-effort, pas pendant. On n'a pas montré de réel intérêt à consommer des protéines pendant le sport. Donc, c'est vraiment après l'effort qu'on va faire un repas complet qui va contenir soit une protéine animale, donc une portion classique, ça va être un steak ou un filet de poisson ou 2 œufs. Ou justement à peu près 100 grammes de légumineuses. Et si on est végétarien, du coup, on mise sur les protéines végétales, comme on l'a dit précédemment. Et si l'heure du repas, elle est éloignée, c'est un petit peu comme les glucides. Si c'est éloigné, on va intégrer une collation qui va contenir 10 à 20 grammes de protéines. Et du coup, ce qui est très intéressant, c'est les produits laitiers. Parce que les produits laitiers, ils vont contenir des protéines qui sont très assimilables et de très bonne qualité. Donc, les produits laitiers, ils ont l'avantage d'apporter des minéraux, des vitamines, des glucides, des lipides et des protéines. Donc, en fait, c'est une collation qui est vraiment pas mal. Et si on veut apporter suffisamment de glucides, on peut apporter un fruit pour accompagner ce produit laitier, par exemple. En dessous de 3 séances de sport par semaine, ça c'est important de le savoir, le besoin en protéines n'est pas augmenté. Donc, notre besoin en protéines, on l'a dit au tout début, c'est à peu près 1 à 2 portions par jour de viande, poisson ou œuf. Si on ne fait pas plus de 3 séances de sport par semaine, c'est pas forcément la peine d'augmenter ces protéines. Ça va nous aider dans certains objectifs, par exemple renforcer sa masse musculaire, etc. Mais c'est pas justifié d'augmenter parce que nos besoins ne sont pas forcément augmentés. Et enfin, l'hydratation. Donc, du coup, l'hydratation, elle va être importante pendant l'effort parce que la transpiration, elle est responsable d'une perte hydrique très importante. Donc, pendant l'effort, il est recommandé de boire 300 à 700 millilitres par heure d'effort. Donc, c'est quelque chose qu'on fait rarement. Et c'est très important de le faire et surtout de boire sans soif, de ne pas attendre que la soif soit là pour s'hydrater. Au-delà d'1 h 30 d'effort, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, il va être recommandé de consommer une boisson énergétique qui va contenir à la fois un apport en sucre et en sel. Ça va nous aider à vraiment rester hydraté et que notre corps il continue à bien fonctionner.
Et après l'effort, ben, on va se réhydrater. Faut savoir que les eaux gazeuses, comme par exemple Vichy, Badois, Salvetti, elles vont être intéressantes parce qu'elles vont contenir beaucoup de minéraux qui vont être plutôt basiques et qui vont tamponner l'acidité. Quand on fait du sport, on va produire de l'acide lactique. Et cet acide lactique, il va être tamponné par une base. Et du coup, bah, les minéraux que vont apporter les eaux gazeuses vont tamponner l'acidité de l'acide lactique. Et du coup, déjà, il faut savoir que les apports en eau. Est-ce que vous savez combien on doit boire de litres d'eau par jour pour une personne lambda? Si vous pouvez répondre dans le chat. La recommandation. Oui, merci Julie. Effectivement, c'est 1,5 litre. Pour un sportif, c'est minimum 2 litres. Donc du coup, 2 litres par jour, ça va être pour un sportif. Voire plus, hein. On augmente les apports s'il fait chaud, si on a des troubles digestifs, si on a de la fièvre. Voilà, les apports hydriques, il faut savoir qu'ils ne sont pas ancrés dans le marbre. On peut boire un peu plus selon les conditions à la fois climatiques et à la fois nos conditions de santé. Alors, je vous ai mis attention à ne pas confondre boisson énergétique et boisson énergisante. La boisson énergétique, ça va être la boisson dont je vous ai parlé pour la boisson de l'effort. C'est le fait d'avoir une boisson qui contienne du sucre et du sel et qui va vous aider à perdurer dans votre effort et vous apporter toujours des sucres pour faire fonctionner le muscle correctement. Alors que la boisson énergisante, ça va être les boissons qui contiennent à la fois du sucre, beaucoup de sucre, de la caféine ou de la taurine. Donc, ce sont des molécules qui sont excitantes et qui ne sont pas du tout recommandées dans une activité physique. Donc, par exemple, ça va être le Red Bull, le Powerade, toutes ces boissons-là. C'est pas du tout recommandé pour les sportifs, en fait, et on fait souvent l'amalgame. Voilà. Alors, je tenais quand même à faire un point. Là, on n'a parlé que des protéines et des glucides parce que c'est les principaux nutriments qu'il faut adapter quand on fait de l'activité physique. Ça ne veut pas du tout dire que les lipides, ils n'ont pas leur place. Ils doivent garder une place très importante dans l'alimentation, mais c'est pas justifié de les augmenter, alors que vraiment les glucides et les protéines vont avoir un rôle très important dans les performances sportives et dans la récupération en post-effort. Voilà, donc si jamais vous avez des questions, on vous laisse les poser dans le chat. Je vous remercie pour votre écoute. Eau gazeuse fait maison, pas identique aux eaux gazeuses naturelles. Alors non, effectivement, si on fait des eaux gazeuses au robinet, on n'est pas sûr d'avoir la même quantité de minéraux qu'une eau minérale du commerce. Ça, c'est vrai. L'eau du robinet, elle est variable et on n'est pas sûr d'avoir toujours une même quantité de minéraux identiques par rapport à une eau standardisée du commerce qui contient toujours la même chose et qui est obligée de contenir telle teneur avec une étiquette qui est précisée. Pour autant, ça ne veut pas dire que ça n'apporte pas de minéraux. Attention, hein. L'eau du robinet apporte aussi des minéraux. Alors, en attendant que les questions, je vous ajoute dans le chat le questionnaire de satisfaction. Alors, j'ai vu le Perrier est bon aussi. Oui, le Perrier est bon aussi. En fait, à partir du moment où ça va être des eaux gazeuses, ça va être des eaux qui contiennent aussi beaucoup de bicarbonate et donc du coup qui vont être intéressantes sur le plan nutritionnel pour tamponner l'acidité et pour éviter les courbatures. Eau ou bien aussi thé, infusion, oui, tout à fait. Alors, il faut faire attention au thé parce qu'il y a beaucoup de théine. Il faut essayer de rester dans des quantités raisonnables comme le café. Mais par contre, oui, ça va contribuer à l'hydratation. Et si vous avez du mal à boire, c'est d'ailleurs une très bonne astuce. Ça peut être aussi de l'eau citronnée. Ça peut être beaucoup de choses. Merci à vous. Ma seule activité physique. 1 000 escaliers par jour, c'est très ennuyeux. Alors, ma seule activité physique est 1 000 escaliers par jour, c'est très ennuyeux. Alors, je ne sais pas si vous avez du coup la possibilité de faire une autre activité physique, si c'est les escaliers que vous montez chez vous. J'ai pas très très bien compris la question, mais en tout cas, vous pouvez essayer de varier. Ça peut être même de la marche, hein. C'est pas forcément monter les escaliers, ça peut être de la marche en forêt, ça peut être de la marche en bord de l'eau, qui est peut-être effectivement moins ennuyeux que monter des escaliers. Je... Ok. Sinon, merci de votre attention. Merci à tous. On me dit que c'était très intéressant et complet comme d'habitude.
Merci à tous. Merci. Merci les filles, je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. S'il y en a d'autres qui vous viennent en cours de route, n'hésitez pas à me les envoyer par mail en répondant au lien de connexion que je vous ai envoyé et je le transmettrai à Manon et Sarah qui vous feront une réponse. Et pour ceux qui n'ont pas pu participer à toute la conférence ou qui veulent la transférer à des amis, dès que le replay est en ligne, je vous envoie le lien de connexion. Merci à tous pour votre participation. Merci. Merci. Au revoir et bonne Bonne journée. journée.